Alors, on écoute Sylvie Robert. Bien, merci Madame la Présidente. Merci beaucoup Madame la Ministre pour la présentation de cette mission qui est importante. Et pour ma part, étant rapporteur pour avis de deux programmes importants, le 224 et le 131, je vais les dissocier et je dirais les problématiques sont tellement nombreuses que dans mes questions, j'ai identifié un certain nombre de questions. Pas trois, un peu plus, chers collègues, mais que je vais vous poser. Des questions qui sont simplement des interrogations parce que sur un certain nombre de chantiers, ils nous engagent collectivement et nous parlementaires sur les années futures et forcément il est important d'avoir un certain nombre de clarifications. Alors votre chantier, et c'est la priorité affichée de votre ministère et nous nous en félicitons, c'est l'éducation artistique et culturelle. Je crois que là il n'y a rien à dire sauf à se féliciter qu'il y ait vraiment une augmentation du budget. Vous l'avez dit, je n'y reviendrai pas. Petite réserve cependant, et donc sur le transfert d'un certain nombre de crédits, puisque, vous l'avez dit vous-même, la hausse sur le 224 provient pour une certaine part des crédits d'autres lignes, et singulièrement du programme 131. Et je voudrais là peut-être mettre une petite réserve parce que notamment je pense par exemple à la ligne qui m'est chère sur les ateliers de fabrication artistique, ce qu'on appelle un peu lieu intermédiaire, qui n'avait pas vocation à toucher particulièrement les jeunes, mais les habitants d'un territoire et qui mettait l'accent sur la création et les artistes. Bon, cette ligne, forcément, le crédit, en tout cas, va vers l'éducation artistique et culturelle. Donc, il y a un changement de paradigme qui fait que il ne faudrait pas que ce transfert-là fragilise la dimension création et que, au bénéfice de la transmission, sur lequel vraiment nous n'avons aucune objection, mais voyez bien que parfois, en habillant Pierre pour habiller Paul, eh ben, on fragilise l'ensemble du dispositif. Donc, petite réserve. Sur la méthode, je n'y reviendrai pas. Je pense qu'il serait important, chers collègues, s'il vous plaît, de généraliser ce que l'on appelle les contrats locaux d'éducation artistique ou contrats territoriaux, parce que c'est à partir de ces contrats qu'on aura une visibilité sur l'ensemble de ce qui constitue le périmètre de l'éducation artistique et culturelle. C'est du hors-temps scolaire, c'est du temps scolaire, c'est des résidences d'artistes. Finalement, les collectivités y participent beaucoup dans certains territoires, dans certains autres, elles n'y participent pas. Comment l'État fera-t-il levier? Doit-il faire levier? En fait, ce sont des questions d'aménagement du territoire et on dirait de démocratie culturelle qui aujourd'hui se joue là. Et je pense que la notion de contrat permettra pour nous de voir comment les choses se sont appliquées sur l'ensemble du territoire. Et puis pour terminer sur le AC, on vous a vu avec M. Blanquer et on s'est dit, ça y est, enfin le ministère de l'Éducation nationale s'investit dans l'éducation artistique et culturelle. Moi, je n'ai vu que 3 millions d'euros. Alors, je me suis sûrement trompée. Sûrement. Mais en tout cas, vraiment, là, le ministère de la Culture met le paquet et on s'en félicite. On aimerait bien que le ministère de l'Éducation nationale s'investisse, je dirais. Mais je me suis sûrement trompée. Alors, je continue. Le pass culture. Là, je vais aller vite, mais c'est important. Parce que là, vous nous demandez aussi de voter un budget de 5 millions d'euros pour le lancement d'une application qui va forcément avoir comme débouché cette plateforme, cette application que vous avez dénommée Pass Culture, que l'on a déjà regardé en Italie, qui d'ailleurs dont les résultats aujourd'hui ne sont pas très concluants. Hein. Il faut regarder ça avec beaucoup de mesures parce que finalement ça n'est pas si concluant que ça. Et donc là plusieurs questions. Je serai rapide. D'abord, comment allez-vous financer ce qui sera la part de l'État dans les années prochaines, c'est-à-dire que fin du quinquennat, 140 millions d'euros pour la part de l'État, simplement, les 2/3 étant financés par GAFA, collectivités, je ne sais pas. Est-ce que là aussi ce sera pris sur le budget? Et en tout cas, vraiment, c'est une question de fond, parce que là aussi, il ne faudrait pas déshabiller Pierre pour habiller Paul et fragiliser l'ensemble de ce qui constitue la politique culturelle de ce ministère. Et sur le fond, on pourrait se dire, chers collègues, mais à Pass Culture, c'est formidable. Imaginez, les jeunes de 18 ans vont avoir 500 € à dépenser pour la culture.
c'est une idée très sympathique. Et il ne faut absolument pas, en tout cas, prendre cela à la légère. Et dans l'objectif de ma question, je voudrais simplement vous demander si ce pass, pour vous, a vocation à être un véritable outil au service d'une politique culturelle publique. À partir de ce moment-là, il y a beaucoup d'écueils, et ils seront nombreux. Je ne vais pas les citer tous, mais il y en a beaucoup. Comment est-ce qu'on peut garantir la diversité artistique ? Comment est-ce qu'on peut ouvrir les portes à des jeunes dont souvent les portes sont un peu restreintes parce que leur environnement, on va dire leur histoire fait que on ne les a pas suffisamment accompagnés pour ouvrir leurs portes, pour les portes de finalement vers l'inconnu, alors aujourd'hui ils ne vont que vers ceux qu'ils connaissent. Donc ça c'est quand même important. Et puis comment éviter les creusements des inégalités territoriales et culturelles. C'est vraiment de l'argent public. Donc là, je crois qu'il y a un vrai, là aussi, sujet de fond pour que vous nous garantissiez que ce pass culture, s'il était l'aboutissement de l'éducation artistique et culturelle, dans 10 ans, les cohortes de jeunes qui auront bénéficié de ces parcours, là, auront les portes ouvertes et pourront, comme vous l'avez dit très justement, aller à la bibliothèque, aller au théâtre, mais aussi prendre un abonnement sur 10 heures ou aller à un concert de je ne sais pas qui, peu importe, on ne juge pas. Mais comment garantir cette diversité? Et voilà. Troisième point, les écoles d'art territoriales, je serai rapide, elles sont fragilisées aujourd'hui. Quand allez-vous lancer le chantier des écoles d'art, et notamment sur le statut des enseignants? Ils sont revenus vraiment vers nous parce que les collectivités, là aussi, sont très attachées au réseau des écoles d'art territoriales. Et aujourd'hui, elles sont vraiment dans une situation extrêmement délicate. Et je crois qu'il faut pouvoir vraiment régler toutes les questions qui feront d'elles des écoles d'art, donc LMD, recherche, statut des enseignants chercheurs, etc. Sur le 131, j'irai vite. Pour vous dire que nous sommes très préoccupés par ce qui se passe actuellement sur la concentration, soit en musique, en théâtre. Je pense qu'il y aurait une grande réflexion à avoir sur les outils de régulation en matière de concentration aujourd'hui. Est-ce que c'est un chantier que vous souhaitez lancer? Le CNV, vous nous avez donné le calendrier, mais nous aimerions peut-être quand même avoir quelques orientations de votre ministère sur cette maison commune, sur la nature des missions, sur la clarification de ces missions. Ou faudra-t-il attendre que janvier prochain, lorsque la concertation, en tout cas nous y serons extrêmement attentifs, parce que là aussi c'est la diversité, c'est l'étendue à toutes les musiques, c'est la question aussi des financements, taxes, financement public, enfin il y a plein de questions derrière, mais le rapport de Monsieur Mestre le dit très précisément. Et enfin, pour terminer, vous dire que ce budget 131, bien sûr, on y voit une augmentation sur les structures labellisées, mais il ne faudrait pas, et je reviens au transfert des crédits par le 224, que tout le réseau indépendant, des lieux indépendants. Et vous avez parlé de proximité, ces lieux qui concourent effectivement à remplir des missions de service public dans un certain nombre de territoires en matière d'art et de culture, ne soient fragilisés parce que eux n'ont pas d'augmentation de crédit. Merci Madame la Ministre. Merci Madame le rapporteur. Merci pour toutes ces questions. Première question sur évidemment l'éducation artistique et culturelle et l'augmentation de son budget. Peut d'abord pour redire, parce que je pense que c'est important, c'est de dire que c'est, et on est bien d'accord avec Jean-Michel Blanquer, il va falloir qu'on change l'acronyme. On est vraiment sur l'idée de la transmission artistique et culturelle, le fameux TAC plutôt que le AC. Pour qu'on perçoive bien qu'il s'agit et de transmission et de pratiques artistiques et culturelles. C'est sûr que c'est parce que on avait besoin de cohérence et de pilotage dans les crédits et de clarté pour les piloter, qu'on a souhaité les rassembler au sein du programme 224. C'est la raison aussi pour laquelle nous avons
évaluer ce que nos opérateurs consacrent à l'éducation artistique et culturelle, et c'est 30 millions d'euros. Voilà, alors vous avez évoqué à ce propos effectivement les ateliers de fabrication artistique, qui sont des structures essentielles sur l'ensemble du territoire national. Elles sont souvent développées à l'initiative d'artistes pour offrir des espaces de travail, promouvoir les solidarités sociales, un peu tout ce qu'on dit dans notre introduction, et les transversalités artistiques, et le plus souvent installés dans des friches industrielles ou agricoles, et ils font vivre des espaces délaissés en milieu urbain et rural. Ils contribuent au renouvellement durable de la création en mettant l'accent sur des liens transgénérationnels, et je pense que c'est ça que vous voulez souligner, et pluridisciplinaires, et jouent effectivement un rôle important en termes d'émergence d'artistes, d'animation territoriale et de lien social. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est une des choses que je demande d'ailleurs, que chaque fois que je me déplace quelque part, on m'amène voir et rencontrer des collectifs, des lieux comme ça, enfin, qui font qui ont ce genre de pratique. Et c'est vraiment des points d'appui complémentaires aux labels nationaux de la création artistique pour intensifier encore l'effort porté sur les territoires éloignés de la création et de l'offre culturelle. Les mesures 2016-2017 de soutien ce qu'on appelle les AFA, les ateliers de fabrique artistique, ont représenté 1,67 million transférés en 2018 du programme 131 création vers le programme 224, donc qui est le programme de transmission des savoirs et démocratisation culturelle, afin de rassembler sur ce programme l'ensemble des dispositifs ayant une vocation assez. Mais ça ne veut pas dire qu'on les supprime du tout, et au contraire avec une attention toute particulière. On a cité des exemples, la Métive, le Format, la Fraternelle, enfin tous ces lieux qui sont vraiment importants sur le terrain pour la ministre de la Culture qui vient des territoires comme je suis. J'y suis particulièrement attachée. Ensuite, il y avait la contractualisation qui était suggérée, et elle est effectivement absolument de base. Les conventions en faveur de la culture sont extrêmement nombreuses et diverses entre l'État et les collectivités. Il y a des conventions généralistes dans lesquelles la culture a toute sa place, contrat de plan, contrat de ville, contrat de ruralité, des conventions spécifiques au champ culturel, contrat territoire lecture, contrats locaux d'éducation artistique, villes et pays d'art et d'histoire, pacte et conventions de développement culturel. Et en fait, on a recensé 1000 conventions de ce type qui sont en cours à l'heure actuelle dans le secteur culturel, et des réflexions sont engagées dans le cadre du Conseil des collectivités territoriales pour le développement culturel, le fameux CCTDC, qui a été réuni il y a peu de temps, je ne sais pas, la semaine dernière, j'ai pas de notion du temps. Voilà, et une première fois de façon informelle avant l'été, et en dialogue avec les associations d'élus pour les faire. On a vraiment prévu de les faire évoluer. Et notre proposition, c'est de maintenir la diversité des conventions et de rénover une clause de solidarité territoriale pour que les choses soient aussi ancrées dans le temps. Ensuite, comment on passe au... Oui, avec l'éducation nationale, la collaboration. Là, je suis pour défendre le budget de la culture, mais ce que je peux vous dire, c'est que déjà l'état d'esprit, le travail ensemble qu'on fait est énorme, et le rêve, et je pense qu'on va y arriver, c'est d'introduire dans les programmes de la pratique artistique et culturelle. C'est ça l'objectif. Et en même temps, on travaille aussi à toutes les propositions qu'on peut faire, et c'est ça ce que j'ai évoqué dans ma présentation sur les jumelages, à travailler sur des partenariats avec toute l'activité qui se présente localement, et de faire travailler, de proposer aux jeunes d'y avoir accès en mettant tout cela bien en évidence. Et ça fait partie des choses que nous discutons avec Jean-Michel Blanquer pour travailler dans ce sens-là. Et je peux vous dire que c'est tout à fait anecdotique, mais qu'on n'arrête pas d'en parler. On s'est retrouvé à une rencontre gouvernementale de haut niveau au Maroc. Dans l'avion, on aurait pu faire un reportage des deux ministres en train d'échanger sur le propos. C'est un souci et un plaisir constant de travailler de la même façon que j'évoquais tout à l'heure pour le plan d'Auge et pour les petites communes. Les réunions interministérielles sont fréquentes,
Et la collaboration on a remis en place le Haut Conseil pour l'éducation artistique et culturelle. On va travailler aussi à la formation aussi des gens qui interviennent. Enfin, c'est vraiment le sujet partagé. Et je pense que la première chose, c'est l'état d'esprit. Et si la pratique artistique et culturelle rentre dans les programmes, nous y sommes. Voilà. Et d'ailleurs, du coup, nous pouvons passer au pass culture, puisque c'était la question suivante. Donc, puisque sémantiquement, j'ai préféré appeler ça le passeport culturel, parce qu'effectivement, après un parcours d'éducation artistique et culturelle, qui est ce parcours nécessaire pour établir la confiance et le sentiment de responsabilité nécessaire pour le jeune en allant vers l'âge adulte, lui marquer l'entrée dans l'âge adulte de la citoyenneté par un passeport culturel est hautement symbolique. Et c'est certain qu'on va aussi travailler en collaboration avec mon collègue de l'Éducation nationale pour voir comment on peut articuler ça aussi. Enfin, on est en train de travailler. Mais donc, c'est vrai que quand les jeunes auront fait ce parcours, il y aura une évidence. L'ensemble des acteurs publics et privés, les associations d'élus comprises à l'origine de l'offre culturelle et de la vie culturelle dans les territoires, vont bien évidemment être associés à une démarche innovante qu'on appelle d'Open Lab, c'est-à-dire de réunions, de réflexions et de propositions pour identifier ce qui nourrira l'application mobile que nous allons créer. Donc on a déjà mobilisé notre collègue Mounir Majoubi et les startups d'État pour travailler sur l'outil qui recevra l'éditorialisation de l'offre, et les choses avancent bien. Il y a un pilote déjà dans ce projet qui est bouillonnant d'idées. Et bien sûr, il faut associer les jeunes. C'est des jeunes aussi. Et c'est donc l'idée de la cellule de travail que nous constituons actuellement en mettant les jeunes. Je dois vous avouer qu'au début, c'est une chose que j'ai trouvée intéressante, et dans le programme, je me demandais comment le faire, mais je me rends compte, plus j'en parle, plus que les jeunes sont vraiment heureux de cette mesure et l'attendent. Et c'est pour ça que c'est très important qu'ils soient associés, que nous les entendions, pour qu'on puisse partir de leurs usages et je pense qu'on va évoluer vers l'idée des pratiques aussi. On va mettre dans ce pass culture l'idée de l'accès à la pratique d'un art et découvrir la diversité de la vie culturelle, et travailler aussi à ce que ce soit possible pour les gens les plus éloignés. Il n'est pas exclu même qu'on réfléchisse à des possibilités de mobilité, parce qu'il s'agit aussi sans doute de financer cela. Mais tout ça, ce sont des pistes, et on est en train de réfléchir vraiment de façon bouillonnante à cela, pour qu'on puisse dès décembre faire une première réunion de partage dans le cadre de cet Open Lab. La première dotation donc est effectivement 5 millions d'euros, et elle va permettre de déployer cette expérimentation qui sera en place à la rentrée prochaine. Et les discussions sur le financement, puisque c'est une question bien légitime, vont s'engager avec les partenaires potentiels de l'offre. Et on va commencer dès la semaine prochaine à faire des rendez-vous avec ces potentiels financeurs. C'est bien sûr une question centrale, je suis bien d'accord. Et on va aussi travailler avec les efforts tarifaires des établissements eux-mêmes. Mais dès que le travail aura un petit peu avancé au niveau budgétaire, eh bien, nous reviendrons bien évidemment vers vous. Ce qui est important, c'est que le processus est lancé et qu'il rencontre un enthousiasme de la part des jeunes, et que les groupes de travail sont en place, et les choses avancent de façon vraiment assez enthousiasmante. Vous avez ensuite posé la question des écoles d'art territoriales et le statut des enseignants. Et je souhaite que le projet de réforme du statut des professeurs des écoles nationales d'art évolue en un projet commun avec celui concernant les professeurs d'enseignement artistique. Et je souhaite aussi engager une discussion avec France Urbaine et l'Association des maires de France,
notamment sur le chiffrage de cette réforme, puisque ça a un coût, indéniablement. Et donc, on est en pleine discussion à l'heure actuelle. Alors, la question de la maison commune et le rapport de Roch-Olivier Mestre, que vous connaissez, puisqu'il est rendu public depuis le 15 novembre dernier et qui dresse effectivement un état des lieux très complet de la filière musicale et de ses principaux enjeux. Et bon, les besoins prioritaires identifiés dans ce rapport, nous y souscrivons bien sûr. Il s'agit de la connaissance du secteur, de l'appui au développement international. D'ailleurs, le fait qu'on ait augmenté considérablement le Burex va dans ce sens-là aussi. Et le soutien à la diversité de la création musicale. Ça rejoint même quelque part votre question ensuite sur la concentration des opérateurs de festivals qui accaparent. Le rapport formule une série de recommandations. Donc évidemment la création d'un centre national de la musique. C'est pas du tout nouveau, c'est quelque chose qui est évoqué depuis longtemps. Mais je me suis rendu compte quand je suis arrivée que c'était très demandé. Donc ça veut dire quelque chose. Donc c'était important de travailler à sa réflexion et la pertinence, elle est là, quoi. Il faut vraiment qu'on le fasse. Et d'autant que les choses ont quand même beaucoup évolué et il y a toute une réflexion, une convergence entre musique enregistrée, spectacle vivant, avec des équilibres qui se reconstituent. Donc, au niveau de la méthode de travail, on a le rapport, on l'a mis en ligne. Première phase de consultation rapide, évidemment, des organisations du secteur musical, avant d'arrêter les suites qui seront données. Et par contre, ce qu'on peut noter, effectivement, c'est qu'il y a l'ensemble des organisations syndicales et des parties prenantes de la filière ont tous réagi extrêmement positivement. Il y avait, avant que le rapport ne soit émis, il y avait des grandes inquiétudes, et notamment d'un secteur de la musique qui pourrait imaginer qu'il ne sera absolument pas abandonné, qui est tout le secteur de la musique dite classique, contemporaine, et qui évidemment doit continuer à être soutenu par l'État. Et c'était pas. Mais comme toujours, quand on avance, on crée des angoisses tant que les choses ne sont pas montrées. Donc je crois que maintenant la notion d'angoisse est retombée et maintenant l'idée est de travailler. Et donc, moi je trouve que c'est un rapport d'une grande qualité et clair et c'est vraiment quelque chose qui permet d'avoir une politique ambitieuse pour la musique en France et de le marquer. Donc, le rôle de l'État, il doit être stratégique, il doit être prescripteur. Ça, c'est le propre de garant de l'intérêt général. Et d'ailleurs, ce rapport insiste sur le rôle essentiel du ministère de la Culture et des prérogatives de ses directions centrales et déconcentrées en faveur des structures musicales relevant du financement public. Et le rapport propose même un visage unique pour incarner la politique musicale au sein du ministère, puisqu'elle était répartie. C'était pas toujours simple sur 2 directions. Donc c'était une façon aussi de rendre les choses plus claires pour l'extérieur et je partage, je le redis, la nécessité exprimée par Roch-Olivier Mestre d'une affirmation claire du rôle de l'État en matière de politique musicale. Je vous rappelle les priorités, parce que c'est toujours bon. Soutien à la création, à l'ensemble des composantes de la vie musicale, la diffusion et le rayonnement national et international, mais également l'accompagnement d'enjeux aussi cruciaux que sont et on rejoint les priorités, la pratique artistique, l'éducation artistique et culturelle, ou le partage de la valeur à l'ère numérique, parce que là, on ne l'a pas encore évoqué. J'étais hier à une réunion des ministres de l'éducation et de la culture européen, et c'est un sujet capital qui nécessite toute notre attention, vous le savez. Et pour terminer, il y avait l'histoire de la concentration dans le secteur du spectacle vivant et de la musique enregistrée, qui est évidemment une question sur laquelle je suis très attentive. Il s'agit vraiment, alors là, c'est un sujet sur lequel nous travaillons. J'ai commencé à le constater avec les festivals, ces rachats par des groupes du coup qui captent les artistes qui du coup ne peuvent plus aller dans les plus petits festivals. C'est un vrai souci et donc il faut qu'on travaille là-dessus et on a lancé une étude là-dessus et dans le secteur de la musique
Différents dispositifs dont l'objectif est de soutenir la création et la diversité ont déjà été mis en œuvre afin d'accompagner les entreprises du secteur, au premier rang desquelles les PME et les TPE, dans lesquelles la création souvent est émergente et c'est un sujet que je connais bien et donc toute mon attention sera accordée à ce sujet. On pourrait même, au cas où il serait vraiment établi que ces phénomènes de concentration menacent la diversité culturelle, il faudrait envisager sans doute de nouveaux dispositifs, parce que c'est un vrai danger. Voilà. Merci Madame la ministre. Alors, je vous donne la parole dans l'ordre dans lequel elles me sont arrivées.